venir sur scène me rejoindre. David Garbous, directeur du marketing stratégique de Fleury-Michon. Frédéric Mazzella, président de Blablacar. Pierrick Deronne, président de Biocop. Et Alain Veil, PDG de SFR et de Next Radio TV. A priori, il y a une opposition radicale entre bénévolence et innovation. D'un côté, il faut faire attention, et de l'autre côté, il faut tout changer, et donc bousculer. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il en va peut-être un peu autrement. C'est ce qu'a commencé à nous raconter Pascal Demurger de la Maïf tout à l'heure. On va commencer tout de suite avec vous, David. Alors vous travaillez pour ce qu'on appellerait un charcutier industriel. Pourquoi, chez vous, la bénévolence est-elle facteur d'innovation ? Alors, on fait aussi des plats cuisinés et du surimi. Oui, mais c'est vrai, 60% du chiffre d'affaires, c'est de la charcuterie. C'est une boîte qui est familiale et indépendante. Et alors, on a commencé cette journée en parlant d'amour. Et nous, en fait, dans l'alimentaire, on se fait déchirer tout le temps. En fait, il y a une crise de défiance qui est à l'œuvre depuis une dizaine d'années. Et il y a vraiment une problématique de... les consommateurs considèrent qu'ils ont délégué leur alimentation à l'industrie agroalimentaire pendant des années. Et puis, il y a eu toute une série de scandales qui ont fait qu'ils se sont rendus compte, plus ou moins violemment, que cette confiance, elle était pas toujours... elle était parfois trahie. Et donc, systématiquement, quand on prend des initiatives aujourd'hui, on est questionné. Et quand on a commencé à lancer les premières campagnes sur... venez vérifier. Au début, on s'est dit finalement la meilleure façon de convaincre les gens, c'est pas de leur dire regardez, on a des très bons produits, on va les manger dans la cuisine. Ce qui était un petit peu ce que faisait Fleury-Michon, comme beaucoup de boîtes avant. On a fait une campagne qui s'est appelée Venez vérifier, où on a dit aux gens écoutez, ne nous croyez pas sur parole, mais venez voir par vous-même. Et on leur a proposé de remonter toute la chaîne depuis le supermarché jusqu'à l'Alaska, puisque c'est là qu'on achète les produits. Quand on a commencé cette campagne, sur les réseaux sociaux, on avait 80% d'interactions que les boîtes de scoring de réputation de marque appellent négatif ou neutre. Alors, je précise que neutre, il y a beaucoup de neutres parce que incroyablement dégueulasse. Le logiciel, il ne sait pas si c'est positif ou négatif. Donc, il met neutre. Donc, on avait 80% de négatif ou neutre. Et avec Venez vérifier, puis le succès de cette opération, on a travaillé sur la raison d'être, on n'en parlait pas encore, à l'époque c'était 2014, c'est aider les hommes à manger mieux chaque jour pour Fleury-Michon. Et on a pris toute une série d'engagements qui sont effectivement des innovations, certaines très liées aux produits, je vais y venir parce que c'est ça qui est le plus important, mais d'autres un peu plus symboliques, comme celui de sortir de la Fédération des charcutiers par exemple, parce qu'elle elle refusait de reconnaître le Nutri-Score qui était... un projet qui avait été mené par le ministère de la Santé, et nous on avait décidé de la poser, donc on avait une posture un peu entre deux chaises, et on a décidé de s'en aller, ce qui a commencé à singulariser la position de Fleury-Michon. Ensuite on a décidé d'afficher l'origine des viandes, et puis ensuite effectivement on a sorti des produits qui traduisaient le manger mieux dans la vraie vie, parce que c'est vrai qu'on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est super de poser une raison d'être, c'est surtout extrêmement important qu'elle soit hyper visible dans l'offre, parce que sinon ça reste une très belle déclaration d'amour potentiellement, mais si elle n'est pas suivie d'effet, l'amour retombe vite. Donc on a sorti des produits comme le jambon zéro nitrite, alors que Biocop avait sorti avant nous, puis la barquette en bois pour remplacer le plastique sur les plats cuisinés. Et là, on est passé à 60% de positif et neutre. Alors, ce n'est pas la révolution totale, mais on partait de 80 négatifs et neutres à 60% de positif et neutre, ce qui signifie effectivement que la répétition des actions tangibles et concrètes qui vont dans le même sens ont un impact réel sur la réputation et sur l'engagement vis-à-vis des marques. Et dans les derniers baromètres qui sont sortis là, sur la fin de l'année, Fleury-Michon est dans le top 3 des marques alimentaires préférées des Français, alors qu'il y a 10 ans, on n'était même pas dans le top 10. Alain Veil, vous êtes dans un métier plus récent que la charcuterie, qui est les télécoms. On va parler surtout du versant SFR avec vous, un domaine qui évolue sans arrêt, beaucoup, donc où l'innovation technique est au cœur de votre modèle et vous ne pouvez pas y échapper. Et donc on va passer à la 5G, et ça vous amène à vous poser des questions que peut-être vous ne vous posiez pas
auparavant sur la couverture, sur l'inclusion? D'abord, moi je crois profondément que l'intérêt particulier peut rencontrer l'intérêt général, et c'est finalement la finalité de l'entreprise. Je pense qu'il y a des grands entrepreneurs qui ont un rôle fondamental sur la société et qui apportent beaucoup à la société, parce qu'ils inventent des choses, parce qu'ils développent des entreprises incroyables. Je ne connais pas évidemment Elon Musk, mais je ne sais pas quelle est sa finalité, mais en même temps son impact aujourd'hui sur les changements dans l'industrie automobile, dans les fusées, dans le transport, dans le solaire, puisqu'il a aussi créé Solar City ou racheté Solar City. Donc les entrepreneurs exceptionnels, et contrairement d'ailleurs à ce que dit M. Piketty dans son livre, ces milliardaires peuvent avoir un impact sur la société, sur les changements, qui peuvent être très bénéfiques, parce qu'ils ont une vision, eux, individuellement, de l'avenir, du progrès, avec des convictions d'ailleurs liées à des problèmes environnementaux. La voiture électrique, Solar City, les fusées qui lancent des satellites mais qui reviennent se poser, tout ça c'est des sujets finalement d'intérêt général. Donc l'entrepreneur peut jouer un rôle très important dans la société, un rôle constructif. Je ne sais pas si c'est sa motivation, mais en tout cas le résultat est là, c'est que cette entreprise a un rôle très important dans tous les changements des 10 prochaines années dans le monde. Alors concernant un acteur télécom, moi, je le dis souvent quand je me déplace sur le terrain, parce que je suis souvent dans les régions pour convaincre les élus de nous confier le déploiement de la fibre. Je leur dis souvent que notre métier est très gratifiant. Là, il y a des entreprises qui ont plus ou moins d'utilité. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres. Moi, j'ai commencé ma carrière, je travaillais à Énergie, j'étais le directeur général d'Énergie. Donc, Énergie, ce n'est pas une entreprise indispensable, mais elle apporte finalement des moments de plaisir à ses auditeurs. Mais ce n'est pas l'utilité peut-être qui la caractérise. La maison mère du groupe qui nous reçoit aujourd'hui, LVMH, fabrique des objets qui peuvent être beaux, mais qui ne sont pas non plus indispensables. Et puis, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être critiqués, mais c'est la société de consommation. Mais par contre, les télécoms, c'est très utile. Aujourd'hui, nous, on déploie la fibre dans tout le pays. C'est notre priorité stratégique. On sera l'un des 2 grands acteurs de la fibre en France. Et moi, j'ai conscience, en signant régulièrement des contrat de concession avec les départements. Après-demain, ça sera avec le département de l'Eure, du rôle très important que peuvent jouer les acteurs des télécoms. Donc le fait que les dirigeants aient des convictions fortes, c'est aussi très important. C'est une responsabilité essentielle. Si vous avez des dirigeants qui n'ont pas la vision de l'avenir de leur métier, c'est finalement les citoyens qui en seront pénalisés. Parce que la fibre, au-delà d'amener Netflix et bientôt Disney+, c'est le télétravail, qui va se développer énormément dans les années qui viennent, qui va être un enjeu très important d'aménagement du territoire. Il y a des entreprises qui vont je ne sais pas s'il faut dire se délocaliser ou se relocaliser, mais il va y avoir des impacts. On aura peut-être moins besoin de se déplacer grâce à la généralisation du télétravail, la télémédecine. On parle des déserts médicaux. Et grâce aux télécommunications, grâce à la fibre, les choses vont changer radicalement. L'agriculture connectée, etc. Il y a plein de secteurs. Donc effectivement, une entreprise peut avoir un impact très important sur l'économie, l'environnement, et un impact qui mesure sa responsabilité, dont on est parfaitement conscient. Comment faire pour que dans ces nouvelles générations de produits, il y ait le moins de monde possible laissé sur le bord de la route? Alors c'est vrai que chez SFR, on est conscient du rôle très important des télécoms. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu mis de côté parce que personnes âgées, parce que personnes isolées, parce que personnes en très grande difficulté. Donc c'est vrai qu'on est sensible aussi à ça, c'est normal. Et on a, c'est vrai, depuis 10 ans, avec Emmaüs Connect, développé un certain nombre d'initiatives pour favoriser l'inclusion numérique. Donc c'est 4 millions que nous donnons chaque année à cette association. Et on a des résultats très concrets. On y associe nos collaborateurs. C'est plusieurs centaines de collaborateurs qui sont bénévoles auprès d'Emmaüs Connect pour former des gens abandonnés du monde numérique. Donc c'est effectivement très important. On va encore prendre d'autres initiatives pour développer la formation, le partenariat, le bénévolat digital. C'est-à-dire que demain, les Français volontaires pourront s'engager pour confier, par exemple, ou pour accorder 1 heure de leur temps par semaine à une association.
et assister quelqu'un à faire son CV, à se former via le digital, via la visioconférence par exemple. On a monté ça sur le modèle d'une association britannique qui permet à des gens de donner de leur temps chaque semaine pour former certains de leurs concitoyens. Et avec le digital, ce sont des choses qui sont aujourd'hui possibles. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire? Est-ce que c'est former une nouvelle génération de numérique, les anciennes générations, ou est-ce que c'est convaincre les élus que c'est absolument indispensable? Non, les élus sont aujourd'hui convaincus que le développement du numérique, du très haut débit est très important. D'abord parce qu'ils ont une pression très très forte de leurs concitoyens. Un élu me disait l'autre jour qu'il y a quelques années, on leur demandait des crèches. Et maintenant, on leur demande le très haut débit dans le village. Et des crèches toujours. Mais c'est vrai qu'il y a des Français qui se sentent abandonnés. Alors, on l'a vu avec l'actualité récente. Parce qu'ils ont de la DSL en bout de chaîne, en bout de ligne. Donc, ils n'ont pas accès à tous les services proposés aujourd'hui sur le digital, des services très utiles comme la visioconférence. Ils n'ont pas accès non plus à la télévision moderne, c'est-à-dire la télévision délinéarisée. Et ça va changer, puisque dans les 4-5 ans qui viennent, 100% du territoire sera couvert par le très haut débit. Et Orange et nous, y travaillons très activement, à la demande d'ailleurs des élus. Mais aujourd'hui, tout le monde a bien compris que le très haut débit, c'était aussi important que l'électricité. Donc de la même façon que tous les villages français, évidemment, ont accès depuis très longtemps à l'électricité, tous les villages français d'ici 5 ans auront accès au très haut débit fixe ou mobile avec la 5G, ce qui va changer beaucoup de choses dans le pays. Merci. Donc on va aller maintenant dans un métier assez différent, avec Biocop. Donc on est dans le commerce bio. C'est une coopérative, vous avez plus de 600 magasins, enfin vous avez, il y a dans votre coopérative plus de 600 magasins et plus de 3600 fermes, avec une gouvernance qui est assez complexe, puisque au sein de votre conseil d'administration, il y a les magasins, les agriculteurs, les salariés et le consommateur, donc ça fait un jeu très, très, très complexe. Pierrick Deronne, comment ce modèle, qui est en principe plutôt naturellement porté à la bénévolence, c'est pas par hasard si on a entendu d'autres responsables de coopératives ici avant vous, comment ce modèle, est-ce qu'il peut trouver la souplesse pour innover? Parce que c'est lourd à manier, c'est même une des faiblesses majeures de ce système. Comment vous faites? Alors, bonjour à toutes et à tous. Comment on fait au quotidien? Alors déjà, je me suis posé la question de l'innovation. On a bien vu déjà qu'il y a plusieurs types d'innovation. Il y a plusieurs types d'innovation et j'aimerais connecter l'innovation à la notion de progrès quand même. Parce que l'innovation, ça peut aussi être un moyen de rien changer. Donc, continuer à garder nos propres habitudes et on innove pour conserver notre mode de vie. Si innover, c'est régler les pipettes sur les tracteurs pulvérisateurs, je ne sais pas si c'est ça qui va servir le progrès demain, en tout cas dans la conception qu'on a de l'agriculture chez Biocop. La coopérative, pour moi, alors donc c'est vraiment au service du progrès. Notre raison d'être, elle n'a pas bougé depuis 35 ans. C'est développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'on n'est pas, on a choisi le commerce comme un moyen et que notre projet, il est d'abord militant. Donc, on est une structure et la coopérative est une structure hybride entre le modèle associatif, qui a une raison d'être, et le modèle entrepreneurial, qui a pour objectif, en tout cas jusqu'à il y a 2 ans, et j'espère plus trop dans l'avenir, de partager des profits. Donc à la fois, il faut qu'elle soit rentable, et à la fois, il faut qu'elle nourrisse sa raison d'être. Et un des enjeux pour Biocop, si je vous parle de la raison d'être, c'est que nous, on a aujourd'hui un écart qui peut se percevoir de l'extérieur, mais on peut avoir un écart entre l'engagement des salariés pour la raison d'être, donc pour l'étoile Biocop, c'est-à-dire développer l'agriculture biologique. Donc, en gros, globalement, tout le monde est pour, chez nous, en tout cas, ils sont très mobilisés là-dessus, les salariés, les sociétaires, et parfois il y a du décalage avec l'engagement personnel. Donc comment moi, dans mon emploi, dans mon quotidien, en tant que sociétaire, je fais vivre cette raison d'être. Et tout l'enjeu pour nous, il est peut-être inverse au monde entrepreneurial plus classique, c'est de mobiliser les salariés dans leur quotidien. On n'a pas à créer cette raison d'être, mais on a à se mobiliser. Ensuite, le modèle coopératif, comment il peut être au service du projet ou du progrès? Je vais vous parler de notre section agricole, qui est intégrée à la gouvernance.
Donc 20 groupements qui représentent 3600 fermes. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont intégré la gouvernance de Biocoop. Donc ils votent, ils participent aux décisions chez Biocoop, à la stratégie. Et dans cette section a été créée une marque qui s'appelle Ensemble et qui est une marque de filière, de la fourche à la fourchette, de filière, et qui aboutit aujourd'hui à la création en tout cas on travaille à la création d'un label de commerce équitable France, qui va être du coup mis dans le domaine public. C'est-à-dire que ce référentiel pourra être utilisé par d'autres marques. On souhaite qu'il soit présent en grande distribution. Et pour moi, c'est une grande innovation. C'est-à-dire que ce modèle coopératif qui a travaillé en interne au début contre vents et marées, on ne va pas se le cacher, un modèle de partage de la valeur, de planification et d'engagement de la part des producteurs. Il n'y a pas de travailleurs détachés dans ces coopératives. C'est du 100% bio dans la coopérative, etc. Ils se sont engagés, ils ont eux aussi pris des engagements. C'est du gagnant-gagnant. Et ça aboutit aujourd'hui, on l'espère en tout cas, à un label qui sera partagé et qui pourra être utilisé par d'autres marques à l'avenir. Merci. Alors, dernier exemple d'entreprise, c'est une entreprise plus récente. Frédéric Mazzella, vous avez inventé et réinventé l'entreprise à plusieurs reprises, donc la plateforme de covoiturage. Et vous dites que vous êtes né dans la bénévolence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce Jourdain, on l'a appris après. Non, on est né récemment, et je pense qu'avec la nouvelle génération, il y a des nouvelles justement conceptions de ce que c'est qu'une entreprise et de la raison pour laquelle on se met à travailler. Qui donc ont créé une culture différente. Et initialement, on s'est assez vite rendu compte que l'entreprise était très jeune, mais comme toutes les startups, on voit, elles ont... quand je veux dire très jeune, les gens qui constituent l'entreprise sont très jeunes. C'est-à-dire que pendant des années, notre moyenne d'âge, c'était 27, 28, 29 ans. Alors maintenant, on est à 32. On commence à être un petit peu... Waouh, ouais, voilà. Donc moi, je fais partie des très vieux, vous imaginez. Donc, du fait que l'entreprise elle-même soit jeune, je pense qu'elle est aussi... elle est née dans cette nouvelle génération qui porte des valeurs un petit peu différentes d'organisation du travail. Donc du coup, tout ce qu'on a fait, on l'a fait de manière assez naturelle par rapport à ce qu'on pensait, nous tous, être l'environnement dans lequel on avait envie de vivre. Et a posteriori, on se rend compte que, voilà, effectivement, ça s'appelle la bénévolence, ou bon, enfin, on remet un nom dessus. Mais après, on peut décrire ce que c'est, ce qu'on a construit. Et c'est vrai que c'est une ambiance de travail dans laquelle les gens... tout le monde se sent impliqué, se sent respecté, et on a un but aussi. Alors on a cette chance-là, enfin après c'est une chance ou c'est un choix, mais on a une entreprise qui a un vrai but sociétal, qui a à peu près tout pour motiver tout le monde. C'est-à-dire que non seulement en facilitant la mobilité, on permet de baisser les coûts de déplacement pour les gens parce qu'on partage les frais, tout simplement, parce qu'il y avait un énorme gâchis avant, parce que rouler tout seul dans sa voiture, ça coûte très cher, et puis en plus c'est pas très sympa. Donc c'est pas très sympa dans le sens où on est tout seul dans sa voiture, et donc on a d'un côté un avantage économique certain parce qu'on divise les frais, on a un avantage social parce que les gens peuvent discuter quand ils sont en voiture alors qu'autrement ils conduisent tout seuls, et on a un avantage environnemental parce que évidemment il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour se rendre compte que si on met 2 personnes par voiture, c'est mieux que de mettre 2 voitures par personne, quoi. Donc on a à peu près tout ce qu'il faut pour aller optimiser tout ça. Et après on le calcule, puisque l'année dernière on a comptabilisé que chaque année on économise plus d'1 600 000 tonnes de CO2 par an. 1 600 000 tonnes de CO2, c'est pas mal, ça commence à faire un gros paquet. C'est-à-dire que c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier de la ville de Paris. Donc voitures, bus, camions et périphériques compris. Donc c'est à peu près ce qu'on offset chaque année, et d'ici 2022-2023, on aura fait un x4, donc on aura plus de 6 millions de tonnes de CO2 économisées par an. Alors c'est toujours pas beaucoup par rapport ne serait-ce qu'à ce que produit la France. La France, c'est à peu près 500 millions de tonnes de CO2 par an, donc il y a de la marge malheureusement. Je dis la France, puis après la France c'est 1% du tout, donc on a encore du boulot. Mais c'est quand même déjà quelque chose qui va dans le bon sens, et c'est là où on se dit que la technologie peut venir amener une brique intéressante d'optimisation du monde physique qui lui est complètement sous-optimisé. Donc bref, au-delà de tout ça, pour développer tout ça dans nos valeurs, on a inscrit et on les a écrites, nos valeurs, des principes.
qu'on a défini ensemble. Il y en a un tout premier qui maintenant s'appelle Be the Member, c'est-à-dire nous sommes les membres, nous-mêmes tous. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait du covoiturage. On est parmi les membres les plus actifs de Blablacar. Et déjà rien que ça, c'est de l'empathie et ça nous rapproche totalement de l'expérience vécue de covoiturage, ce qui fait que quand on revient à notre bureau pour travailler sur le produit, ensuite, eh bien, on pense évidemment à l'utilisateur que nous sommes aussi de temps en temps, ce qui permet d'être beaucoup plus pertinent par rapport aux produits qu'on fournit. Donc en fait, il y a une cohérence complète entre l'empathie qu'on a vis-à-vis des membres, enfin des gens qui utilisent le service, et les gens qui le construisent. On le construit pour nous, par nous. Enfin, et ça rajoute quelque chose. Alors c'est aussi parce qu'on a la chance d'avoir un produit grand public. C'est pas toujours le cas. Enfin, cela dit, ici, on est tous à avoir des produits grand public, donc c'est faisable. Mais quand on fait du SaaS B2B, c'est-à-dire qu'on fait des solutions pour entreprises dans le cloud, pour simplifier, c'est plus difficile de se mettre à la place du client parce qu'on ne l'est pas. Mais quand on a un produit grand public, qu'on a la chance de pouvoir l'utiliser, il faut absolument l'utiliser. Et même nous, on l'a complètement intégré et processisé dans la société, c'est-à-dire que justement avec cette valeur Be the Member, mais aussi avec le fait qu'on a un mur des ambassadeurs chez nous, où en fait dès qu'il y a quelqu'un de chez nous qui devient ambassadeur sur Blablacar, alors ambassadeur sur Blablacar, c'est un peu le Graal, hein, c'est-à-dire qu'on a plus de 12 avis positifs, 95% du profil rempli, on a plus d'1 an d'expérience, enfin on a fait plein de covoiturage, et à ce moment-là on accède au statut d'ambassadeur. Il y a à peu près 1% de la communauté qui est ambassadeur. Aujourd'hui Blablacar c'est 85 millions d'inscrits dans 22 pays, et dont 17 millions d'inscrits en France. Et 25 millions en Russie. Donc il faut se rendre compte qu'il y a plus de Russes qui utilisent Blablacar que de Français, même si évidemment on est une société française, mais en Russie ça fait que 5 ans qu'on y est, donc en fait ça a été beaucoup plus vite. Et donc du coup il y a 1% de la communauté qui est ambassadeur, mais enfin chez nous, chez Blablacar, c'est 35% des employés qui sont ambassadeurs de Blablacar, et on a un mur sur lequel il y a marqué Be the Member, et on a les portraits de tous les employés qui sont ambassadeurs. Enfin bon, c'est-à-dire qu'on fait rentrer comme totalement normal le fait qu'évidemment on utilise tous Blablacar, et ça fait partie de notre empathie vis-à-vis du service, et c'est une forme de bénévolence, ce qu'on appelle. Après il y en a d'autres, hein, puisqu'évidemment on a construit le modèle de confiance dans cette grande communauté, et puis on a fait tous les principes. Enfin, je pourrais peut-être en parler un petit peu plus tard. Non, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps. La bénévolence donc, est vraiment au cœur de votre construction. Sans bénévolence, d'une certaine manière, Blablacar ne pourrait pas exister. Ah bah non, parce que alors, au niveau de la confiance justement qu'il faut générer entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, parce qu'il faut voir ce que c'est que le covoiturage, c'est l'autostop, on va dire, modernisé et avec une grosse dose de confiance, et puis aussi une grosse dose de partage, parce qu'en fait dans l'autostop il y a plusieurs inconvénients. Il y a non seulement avec l'autostop on ne savait pas quand est-ce qu'on partait ni d'où exactement, on ne savait pas avec qui on partait, et en plus il n'y avait pas de partage de frais. En fait c'est pas très équilibré, parce que l'autostop c'est plutôt une forme de don. C'est-à-dire qu'il y en a un qui donne à l'autre. Hein. Très clairement, le conducteur, il paye, et puis le passager, il ne paye pas. Donc, c'est clairement une forme de don. C'est-à-dire qu'on trouve moins de personnes qui sont prêtes à donner que de personnes qui sont prêtes à partager. Et donc, le covoiturage répare tout ça, puisqu'il y a un vrai équilibre. Quand on sort d'un covoiturage, on n'a pas l'impression de devoir quelque chose au conducteur. Parce qu'on a payé 20 € qui correspond à une participation aux frais. Donc, en fait, c'est une relation humaine beaucoup plus équilibrée. Et donc, ça marche très, très bien. Et puis, en plus, on sait d'où on part et quand on part, et on sait avec qui on part. Et alors, savoir avec qui on part, c'est tout le travail qu'on a fait sur la construction de la confiance, en développant un modèle qui s'appelle Dreams, qui repose sur les 6 piliers de la confiance, un modèle qu'on a créé pour comprendre comment on pouvait générer de la confiance entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Et alors ce qui est magique, c'est que nos études montrent, alors là c'est un sondage sur 18 000 répondants dans 11 pays, donc c'est quand même assez costaud comme statistique qu'on obtient au bout, mais c'est qu'on est capable de générer un niveau de confiance entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées grâce aux outils dont on dispose, c'est-à-dire que vous allez avoir le profil d'un membre avec les avis des précédentes personnes, la modération qu'on a faite et tout ça, qui génère un niveau de confiance dans le top 3 des niveaux de confiance qu'on est capable de générer entre les personnes, c'est-à-dire qu'il y a les amis, la famille et le covoiturage. Et après, bien en dessous, c'est-à-dire que le covoiturage est à 88% de confiance, les amis à 92% et la famille 94%. Mais après, les collègues sont à 42% et les voisins à 58%. Et les réseaux sociaux à 16%. On voit bien que c'est au cœur du... Voilà, et en construisant ça, on a créé une nouvelle forme de confiance entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, et donc une nouvelle activité, parce qu'en fait, il n'y a pas d'activité sans confiance. Alors, vous avez entendu les uns et les autres, les témoignages des autres et des uns. Quand vous réfléchissez, vous regardez votre entreprise, et on va terminer par cette question,
vous vous projetez dans l'avenir et vous avez innovation et bénévolence. Qu'est-ce qu'il y a à l'intersection? Qu'est-ce que la bénévolence va pouvoir vous permettre de développer plus? Une piste à chacun d'entre vous. David. On a dit tout à l'heure que le principe fondateur, c'était la confiance. Et sur les sujets effectivement alimentaires, si ça s'est pas posé au centre, la relation elle peut pas exister. Et c'est très très angoissant dans l'alimentaire parce qu'on mange entre 2 et 3 fois par jour. Et donc si 2 ou 3 fois par jour, on a le sentiment de s'empoisonner ou de manger un truc qui n'est pas ce qui est marqué sur l'étiquette, ça pose un vrai problème. Donc moi je pense qu'effectivement il va y avoir des mutations extrêmement importantes dans les années qui viennent, d'autant plus importantes que le sentiment d'urgence climatique, sociale et environnementale va se rapprocher, et du coup des choix de la part des consommateurs qui vont être de plus en plus radicaux. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas de chance à une entreprise de véritablement... et donc, être dans la bénévolence, c'est aussi être capable de reconnaître, on l'a dit tout à l'heure sur les présentes tables rondes, exactement où on en est, où sont nos points de progrès encore à faire, parce que voilà, les entreprises ne sont pas parfaites. Il n'y a personne qui fait rien du tout et personne qui fait tout parfait. Donc, être capable de raconter l'intégralité de l'histoire et pas juste ce qui nous arrange, c'est une façon de remettre une forme de transaction, d'émotion, et donc de pérenniser l'entreprise. Le mot émotion n'était pas encore sorti. Pierrick, une piste. Alors une piste pour Biocop, oui, très vite. Moi j'aime bien la notion d'authenticité. Et derrière, forcément il y a de la sincérité et ça nourrit la confiance. Donc nous, moi si je devais voir dans 10 ans, c'est de rester authentique, de garder cette sincérité, ce cœur du projet, cette raison d'être. Qui va nourrir la confiance. Nous, je me rends compte de ça aujourd'hui, on a une marque confiance incroyable, Biocop, et pour nous c'est presque un accident, c'est-à-dire que c'est arrivé comme ça, voilà. Et donc il faut qu'on arrive à le cultiver, et aujourd'hui, alors on en a parlé, ça a été dit à la précédente table ronde, mais on doit le formaliser beaucoup plus, donc l'expliquer, l'exprimer. Oui, ça c'est aussi la démarche que racontait Frédéric. Alain. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est peut-être aussi la raison du thème aujourd'hui sur lequel nous discutons, les entreprises avec les réseaux sociaux sont beaucoup plus sous le contrôle direct des consommateurs. C'est ce qui fait qu'il y a une plus grande exigence, une plus grande transparence, et c'est très bien comme ça. Donc une entreprise comme la nôtre, elle doit être d'une transparence totale. Donc il y a le sujet de la 5G qui arrive. Donc est-ce qu'il y a des dangers sanitaires de la 5G? Alors c'est un débat très schizophrène, puisque en même temps on nous dit on veut la 5G demain, et puis en même temps il y a aussi des associations de consommateurs ou des associations écologistes qui disent attention, il ne faut pas aller trop vite. Donc nous on est là pour animer ce débat et puis surtout construire notre réseau face aux attentes. Dans la partie média, moi je crois que la bénévolence, c'est aussi l'utilité. L'entreprise doit être utile, servir la société. Donc, dans les télécoms, je l'expliquais. Dans les médias, c'est la même chose. Et je pense qu'on a une contribution importante, même si on peut être critiqué aussi. Un des choix qu'on a fait récemment, c'est d'aller avec BFM vers les marchés locaux. Donc, hier, j'étais à Lille pour inaugurer BFM Lille. On a inauguré BFM Lyon il y a 3 mois. BFM Lyon, c'est un succès énorme. C'est-à-dire qu'en 3 mois... on est devenu la 6e chaîne de Lyon. On a triplé l'audience de la chaîne qu'on avait repris. Donc il y a une très forte attente. Donc voilà, il faut être utile, quel que soit le métier que nous faisons. Frédéric. Oui, alors j'ai tellement suivi tout ce qui a été raconté que je vais redemander la question exacte. Parce que je l'ai perdu. Croissance, bénévolence, innovation, quand vous projetez à moyen terme. Je pense que tout ça tient uniquement par la cohérence, en fait. C'est-à-dire qu'on parle de transparence très souvent, on parle de bénévolence, mais en fait, le tout, c'est d'être cohérent de A à Z. Quand on est cohérent de A à Z, on n'a pas de problème de transparence, on n'a pas de problème de bénévolence. Merci, ça sera le mot de la fin pour cette table ronde.